Ce soir, Chantal Farran a été agressée sexuellement par un ami de la famille alors qu'elle n'avait que 6 ans. Le geste a eu des conséquences sur toute sa vie jusqu'à aujourd'hui. Et les Hells Angels s'implantaient au Québec il y a 40 ans. Il y a eu des guerres et des centaines de victimes. Félix Séguin et Éric Thibault reviennent sur l'histoire et l'avenir du gang. Avec le phénomène MeToo, il y a plein de vedettes qui sont montrées du doigt, qui doivent démissionner, qui perdent leur emploi parce qu'elles ont commis des agressions sexuelles. Au Québec, on a vu l'affaire Roson, Salvage, etc. Aux États-Unis, il n'y a pas une journée où il n'y a pas quelqu'un qui est victime d'allégations et aujourd'hui encore doit démissionner de ses fonctions. Alors, ce soir, je reçois quelqu'un qui n'a pas dénoncé et qui a donc dû absorber le choc de l'agression alors qu'elle n'avait que 6 ans et ça a eu des effets sur toute sa vie. Elle publie un livre comme pour se défaire de ça, comme une thérapie qui s'intitule « Lettres aux violeurs et poèmes aux anges » de Chantal Farran qui est avec moi. Bonsoir, Mme Farran. Bonsoir, M. Lévesque. D'abord, pourquoi écrire le livre, là, des années après? Parce que ça me permet de sortir du placard, un placard qui avait beaucoup de honte, de culpabilité, de tristesse puis de désespoir. Puis pour moi, la parole, c'est libérateur. Donc, j'ai décidé d'écrire un livre, premièrement pour moi. Puis après, je me suis dit, bien, peut-être que ça pourrait aussi aider d'autres personnes à vraiment comprendre le phénomène. Et dans le livre, vous écrivez à votre agresseur. Vous l'appelez Tony dans le livre, là, et vous vous adressez à lui, là. Oui, parce que à chaque fois que j'ai essayé de parler de ce phénomène-là à d'autres personnes, il y avait un climat de malaise qui s'installait, c'était super lourd. Et puis, soit qu'il y avait de la culpabilité au niveau de ma famille ou bien des amis qui ne comprenaient pas ou je n'étais pas reçue de la bonne façon. Alors, c'était beaucoup plus facile de m'adresser à lui, de lui parler de mes colères et de tous les problèmes et de mes mal-être de vie. Et c'est important de le souligner, justement. On verra ce que ça a occasionné comme problème dans votre vie. Mais parlons d'abord de cette journée fatidique. Vous avez 6 ans, vous avez un petit bout de chou là, de 6 ans. Vous êtes avec quelqu'un qui a quand même un statut social, c'est un médecin. Oui. Et il vous garde, là, hein, c'est ça? Bien, on habitait dans le même édifice. Et puis, il est devenu ami avec mes parents. Mm-hmm. Donc, c'était mon gardien. Souvent, quand mes parents sortaient, il me gardait. Et aussi, il était mon médecin de famille. Donc, quand il venait à la maison, il y avait souvent des attouchements en cachette quand mes parents étaient tournés. Et puis, jusqu'à cette fameuse nuit-là, où on est allé en vacances chez lui au New Jersey. Mm-hmm. Mais c'est toute la famille qui était partie en vacances là-bas? Ou... Oui, mes parents, mon père et ma mère. Mon père et ma mère et sa femme étaient sortis ce soir-là. Et comme d'habitude, ils nous gardaient, moi et ses enfants. OK. Donc, ses enfants étaient dans la maison et vous étiez là, seul de votre famille. Vous n'avez pas de frères et sœurs à l'époque? Non, je suis fille unique. Et vous décrivez la scène, je veux dire, moi j'ai eu des enfants, ça m'a rendu triste de lire ça. J'ai été vraiment habité par une grande tristesse. Il va vous chercher, et ce qui m'a frappé le plus, vous dites, vous avez un petit pyjama, là, c'est un pyjama d'enfant, là, qui est... Un petit pyjama à chien, oui. Ah ouais, de chien, oui. C'est ça, je m'imaginais, parce que j'ai eu des enfants qui étaient tout petits, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là? Bien, je dors. Je suis dans la même chambre que ses enfants. Et puis, je suis réveillée en pleine nuit. Et puis, il vient me chercher. Et puis, il m'amène à sa chambre, où là, j'ai été violée. Vraiment, littéralement violée. Et vous dites, il avait déjà fait des attouchements, là, mais là, vraiment, c'est comme s'il avait décidé de passer à... Oui, passer comme à une autre étape. Oui, il y a eu des attouchements auparavant. Puis, ça s'est poursuivi pour une période de 2 ans. Mais ce soir-là, il est allé à une étape plus loin, puis il y a eu le viol ce soir-là. Et les attouchements, comment vous les abordiez, là? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de questions dans le livre, là, ces attouchements qui sont préalables à cet acte-là. Je n'ai pas voulu en parler beaucoup parce que je ne voulais pas que ce livre-là soit comme faire du voyeurisme ou justement trop attrister les gens. Je trouvais ça comme plus important de parler des conséquences, mais c'était toujours mettre la main dans mes pantalons ou de me toucher. Ou, Non, mais ma question, c'est... On comprend, on n'a pas besoin d'être dans le graphique de l'affaire. Pendant ces années-là, vous étiez tout petite, mais ça vous paralysait ou si vous ne pouviez pas en parler à vos parents? Parce que là, si vous me dites que ça remonte à 2 ans avant, ça fait l'âge de 4 ans,
Donc, vous n'avez pas eu le réflexe de parler à vos parents? Ou... Bien, mon père était agressif et puis j'ai eu peur que mon père le tue. Ce qui est particulier avec... Ouais, c'est ça qui est intéressant dans le livre, d'ailleurs. Oui, comme enfant, c'est comme si on prend tout sur nos épaules. Hein? On n'a pas le réflexe des adultes d'analyser tout ça. Et puis, de façon instinctive, j'ai eu peur que mon père le tue. Et je n'ai pas été capable de parler. D'ailleurs, il m'a mis la main sur la gorge, puis il a fait des menaces. Donc, il vous l'a dit carrément? Oui, j'ai été menacée qui était pour me tuer si j'étais pas... Ah, il y a un petit bout de chou de 5-6 ans. Là. Moi, ça a été clair dès le départ que j'étais pour garder ça à l'intérieur de moi et puis que j'étais pour m'en sortir toute seule. Alors, donc, cet acte-là se passe, il s'en retourne, vous retournez dans votre chambre. Et là, à partir de ce moment-là, votre vie bascule, et on le sent tout le long du livre. Lui, est-ce qu'il fait comme si de rien n'était? Il reste ami des parents? Parlez-vous aux parents? Quelle sorte de bulle de relation ça donne, ça? Là? Bien, moi, j'en ai pas parlé. Donc, oui, ils ont resté amis ensemble. Donc, effectivement, ma vie a basculé à partir de ce moment-là. Et donc, vous deviez le voir encore? Oui, je devais le voir encore. Je devais le voir encore. Et puis, mais c'est comme si j'ai comme fermé tous les murs à l'intérieur de moi. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est comme s'il y avait un masque. C'était une autre Chantal. La Chantal, avant 6 ans, avant cet événement-là, c'était une autre personne. Puis il y avait comme un petit masque, mais à l'intérieur de moi, je souffrais beaucoup. À partir de ce moment-là, j'ai pas été capable d'être en contact avec des amis, ou je me suis repliée sur moi-même avec la solitude et tout. J'ai vécu ma vie en me faisant des scénarios dans ma tête, en me faisant des films dans ma tête pour me déconnecter du moment présent. Et est-ce que, à partir de quel moment vous avez donné des signaux à d'autres que vous aviez vécu ça, là? Mais j'ai essayé d'en parler à l'âge de 12 ans à ma mère, et malheureusement, elle n'avait pas les outils. Elle était en choc, donc elle ne m'a pas très bien accueillie. Et puis, là, à ce moment-là, j'ai décidé, OK, là, c'est terminé. Je n'en parle plus jamais à personne. Et vous dites, quand elle parlait de ça, elle parlait de ton histoire. Oui, bien, c'était plus facile. Je crois que pour elle, c'était plus facile de se déconnecter de ses émotions. Je pense que la plus grande difficulté, c'est d'être capable d'accueillir quelqu'un qui est dans la souffrance. On devient extrêmement impuissant. Puis on a chacun nos mécanismes. Je crois qu'elle, ça a été de complètement tout geler à l'intérieur d'elle. Puis je pense que ça a été sa façon pour elle de se sortir de ça. Malheureusement, aujourd'hui, elle a beaucoup de culpabilité, puis elle aurait aimé avoir d'autres outils pour pouvoir m'accueillir. Est-ce qu'elle en a parlé à votre père à ce moment-là? Ou elle le redoutait, lui aussi redoutait, parce qu'on comprend que c'était quelqu'un d'assez agressif, votre père? Oui, donc je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication à ce sujet-là. Alors, est-ce à dire que après que vous ayez tenté de parler une première fois, et vous vous réfugiez subséquemment dans le silence, le gars, l'ami de la famille, reste ami de la famille? Il est parti, à un moment donné, il a déménagé, c'est pour ça que j'ai plus eu contact. Moi, je dirais que vers l'âge de 10 ans à peu près, il est parti et puis on n'a plus eu de contact avec lui. Il a rappelé mes parents à un moment donné, à l'âge de 14 ans, mais après ça, on n'a plus eu de contact. Et vous, l'avez-vous déjà revu après? Non, je ne l'ai plus jamais revu, non. Et dans la famille, votre mère a pris ça sur elle, puis elle vous a jamais reparlé de ça, elle, de son propre chef? Là. Non, c'est venu comme une espèce de tabou, un secret de famille. Ce qui est extraordinaire, on le voit dans le livre, c'est que vous l'avez jamais revu, puis vous accompagnez toute votre vie. Continuellement. Tout le temps. C'est comme s'il est omniprésent, ce gars-là. Accroché à mon ombre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai trouvé important d'écrire pour pouvoir me détacher de cette ombre-là, pouvoir le faire disparaître de ma vie. Alors, c'est justement, le livre, et c'est pour ça qu'on en parle ce soir, c'est de voir comment ça peut amocher une vie et comment dénoncer. Et vous avez hésité à dénoncer et vous décidez de ne pas dénoncer. Et c'est aussi une décision d'adulte. Et vous allez m'expliquer pourquoi vous avez tout fait ça dans 3 minutes après la pause.
Avec moi, Mme Chantal Farran, qui écrit « Lettres aux violeurs et poèmes aux anges », elle qui a été victime d'agression sexuelle quand elle était tout petite, de 4 ans à 6 ans. Ça a culminé littéralement par un viol d'un ami de la famille. Ça venait d'un ami de la famille, médecin de surcroît. Quand on voit toute cette réalité-là, on se dit qu'il n'y a personne à l'abri de ces événements atroces-là. Donc, on parle de ce que ça a changé dans votre vie. Alors là, vraiment, on comprend que ça a conditionné toute votre vie. Comme ado, comme adulte. Racontez-moi, quelle sorte d'adolescence vous avez fait là, après coup? Mais c'est sûr qu'à l'adolescence, ça a été très difficile. J'avais beaucoup de mal-être à l'intérieur de moi. J'ai fait une première tentative de suicide, j'avais 18 ans. Et puis, je commençais mes études comme contrôleur aérien. Donc, c'était vraiment difficile pour moi, c'était le chaos. J'ai commencé déjà mes premiers antidépresseurs à cet âge-là. Mais moi, ce qui m'a sauvé beaucoup, ça a été les études. Je me suis accrochée aux études avec l'énergie du désespoir. C'était comme le seul plancher qui était vraiment solide pour moi. Mm-hmm. Et ma carrière de contrôleur aérien aussi, ça m'ancrait vraiment dans le moment présent. Donc, le sommeil, naturellement, jusqu'à ce jour, c'est une dimension qui est très difficile pour moi. Surtout que ça s'est passé la nuit. Ça s'est passé la nuit. Alors, ce qui se passe pour moi, c'est une espèce d'hypervigilance la nuit. Une hypervigilance avec les sons. Je saute à rien. Tout le moindre bruit, encore à ce jour, je saute à rien. Alors ça a été difficile pour moi. Après ça a été les relations amoureuses parce que quand on se fait agresser sexuellement à un âge si jeune et surtout par une personne qui est supposément aimante, tous les concepts d'amour et de sexualité ne sont plus normaux. Mm-hmm. Plus rien ne tient. Alors, toujours fuir les personnes qui m'aiment et me diriger vers les personnes abusives et non aimantes. Faire des mauvais choix, justement. Faire des mauvais choix. Constamment, on le voit. Vous parlez d'un C, un monsieur C, là, qui était votre amoureux, qui n'était pas... Oui, un manipulateur. Et puis, je me voyais, je me disais, deux personnalités. Il y avait la Chantal, qui était forte, qui était contrôleur aérien, qui était capable de prendre des décisions, qui est venue surveillante d'équipe et qui a mené des projets de grande envergure. Et il y avait l'autre Chantal à l'intérieur, dans le privé, qui était... je me sentais vraiment nulle. Je me sentais vraiment nulle. Mon estime de moi était quasiment pas présente. Et vous portez ça à l'intérieur. Ce que j'ai trouvé aussi paradoxal, parce que il y a eu des victimes qui m'ont parlé de blocage sexuel, comment leur vie sexuelle avait été affectée par des blocages. Vous, pendant une période de votre vie, avant une abstinence totale et entière, vous avez une sexualité exacerbée, comme si vous alliez meubler un vide créé par une agression sexuelle de cette façon-là. Oui. Je ne sais pas pourquoi que je faisais ça, mais je pense qu'après la thérapie, après aussi regarder ça de plus près avec une introspection, je crois que je me mettais en danger. C'était aussi une forme d'auto-sabotage, d'auto-suicide. C'est comme si le plaisir, la douleur étaient confondus. Tout était confondu. Vous écrivez à un endroit où vous étiez proche de votre grand-mère, vous dites, elle, son problème de dépendance, c'était l'alcool, moi, c'était le sexe. Oui. Donc, c'est comme si ça s'était cristallisé de cette façon-là. Mais qu'est-ce qui fait que... Parce que vous dites, un jour, c'est le centre de ma vie, je me lance là-dedans, toutes sortes d'expériences sexuelles, et tout d'un coup, bling, je ferme la porte et il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui vous fait changer complètement de comportement? Je me suis mis en danger plusieurs fois. Et puis, à un moment donné, c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte de vivre comme ça, puis de vouloir vivre autrement. Donc, j'ai dit, je coupe tout. Et puis, il y a aussi, il n'y avait plus rien là, qui fonctionnait. Donc, j'ai essayé, par contre, par la danse, par d'autres moyens de me sortir de tout ça. La nature, pour moi, c'est ma nourriture de l'âme. Vraiment, j'ai vraiment besoin. Écrire, c'est un exutoire parfait pour moi. Alors, j'ai décidé de vraiment couper tous ces instincts-là. Et puis, j'ai suivi une longue thérapie d'à peu près 10 ans. 10 ans? Oui. Quand même. Quand on dit qu'il est présent, il est présent toute votre vie. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez daté les chapitres et on voit que pendant des périodes de votre vie, il est vraiment omniprésent. Vous vous définissez
presque par rapport à cet événement-là. Puis d'autres périodes de votre vie, il est comme moins là et il va arriver un événement et whoop, il réapparaît. C'est ce qui est insidieux. C'est ce qui est insidieux. À un moment donné, je pense plus à lui. Et puis tout d'un coup, la nuit, où j'ai l'impression, je le voyais apparaître partout. Des années après, là, ça fait combien de temps, ça, après, là, ces réapparitions là, soudaines, des terreurs nocturnes, comme on dit? Oh, oui, une trentaine d'années après. 30 ans après? Oh, oui. Il y avait un copain qui rentrait dans ma chambre et puis je voyais Tony, l'agresseur. Je ne voyais plus la personne qui était mon copain de l'époque pendant la nuit. Donc, c'était vraiment difficile pour tous mes copains de vivre ce genre de choses-là. Vous dites, pendant toutes ces années, il y avait la honte, hein, c'est je dirais, l'émotion centrale de l'affaire, mais il y avait aussi le fait que vous aviez la préoccupation, vous disiez, je le dénonce pas, vous aviez peur, hein, on a dit tantôt, vous aviez peur de la violence de votre père, vous aviez peur du jugement, etc., mais vous redoutiez le fait que lui puisse en agresser d'autres. Et là, vous aviez une espèce de honte à ne pas le dénoncer parce que vous disiez, OK, j'ai honte parce qu'il m'a agressé, puis j'ai honte en plus de ça que peut-être il a agressé d'autres personnes après coup. C'est totalement odieux parce que, en plus d'avoir mes propres problématiques de vie, je ressentais énormément de culpabilité de ne pas avoir dénoncé, puis de toujours en train de me demander s'il était en train d'abuser d'autres personnes. Mais en même temps, je me disais, si je dénonce, peut-être que ces enfants, leur vie vont être complètement anéanties. Donc, comme personne, j'avais à jongler avec ces problématiques-là tout le temps. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé que je ne voulais plus dénoncer. Je pense que c'est un processus qui est vraiment personnel. Je sais qu'en ce moment, il y a une grande pression sociale et je suis vraiment contente et je supporte toutes les personnes qui décident de dénoncer, d'aller dans des processus judiciaires. Mais moi, j'ai décidé de m'abstenir de ça. J'ai eu peur de le voir dans ma vie, d'entendre même juste sa voix, que c'était pour réactiver toutes les terreurs, toutes les problématiques de vie, avoir de la difficulté à prendre sa douche à 35 ans, quand c'est le soir, toutes ces choses-là que j'avais réglées dans ma vie, je me suis dit, non, je ne voulais pas revivre ça. Parce que vous aviez avancé avec votre thérapie, etc., vous aviez pris du recul, et là, vous êtes confronté au fait, vous dites, ou je le dénonce, comme si vous le disiez tantôt, socialement, il y a comme une pression dans ce sens-là actuellement, ou j'essaie de penser à moi et je raisonne autrement. Et il y a une belle scène dans le livre. À un moment donné, vous dites, OK, je pense à moi, je ne me confronterai pas nécessairement à lui, puis j'oublie cette idée-là, est-ce que c'est de ma faute si jamais il a agressé d'autres personnes, et je lui pardonne. Oui. Ce mot-là, mes thérapeutes, parce que j'en ai eu plusieurs, me parlaient de ça, de passer par le pardon. Puis à chaque fois, c'était comme si on greffinait dans ma chair, dans une plaie vive. J'avais beaucoup de difficultés avec ce mot-là. Puis aussi, je trouvais ça cliché, puis je trouvais que c'était un concept qui était très judéo-chrétien. Jusqu'à temps que je décide de vraiment réfléchir et m'attarder à ce concept-là. Puis pour moi, le pardon, finalement, j'ai compris que c'était pas cautionner ses gestes, parce que j'avais une mauvaise conception du pardon. Jamais ça va être de dire que ce qu'il m'a fait est acceptable. Jamais. Mais pour moi, ça a été de me libérer de mes chaînes. D'ailleurs, le dessin, la main manipulatrice, c'est comme couper ces chaînes-là pour moi. C'est me détacher de la nourriture du malheur, couper le cordon ombilical au malheur. Et puis, à partir de ce moment-là, que j'ai fait ce choix-là, j'ai senti comme une libération à l'intérieur de moi. Comme si la pression avait diminué. Oui. Mais c'est parce qu'il faut être rendu là quand même. Oui. Hein? La personne ne peut pas faire ça 2 ans après. Mais et vous avez fait une espèce de cérémonie avec une amie qui vous a accompagné. Oui. Et vous êtes allé crier dehors que vous lui pardonniez. Oui, mais je tenais un dossier sur lui depuis des années avec toutes les photos de ce foutu voyage-là. Et puis là, on a fait une cérémonie avec elle, qui est comme ma sœur, et puis on a brûlé ça, puis j'ai crié à tue-tête, je te pardonne, pour me libérer de lui. Mais je dois dire que c'est pas à tout le monde, c'est pas donné, puis il faut pas condamner les personnes non plus qui sont pas prêtes à pardonner. C'est un choix qui est personnel, puis ça prend du temps pour en arriver là, vraiment. Et c'est intéressant ce que vous dites, c'est un choix personnel et on ne peut pas condamner celles qui ne dénoncent pas. Et parce qu'il y a des gens qui disent « j'ai peur de me faire montrer du doigt, de ne pas dénoncer », parce que j'en ai parlé à des amis, puis je suis sans pression de dénoncer. Et vous dites « si tu n'es pas prête à dénoncer,
c'est mieux de ne pas le faire. Oui. Moi, je pense qu'il est important, c'est de briser le silence, c'est de parler vraiment de cette problématique-là, de ce qu'on a vécu à quelqu'un. Puis aussi, c'est de dire aux personnes qui vont recueillir ces témoignages-là, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est juste d'écouter avec toute la bienveillance, mais c'est pas de commencer à avoir un interrogatoire en règle ou bien d'essayer de dire à l'autre quoi faire. C'est seulement d'écouter. Et ceux qui en sont rendus à un autre niveau et qui ont besoin de dénoncer, vous dites, allez-y. Allez-y, je vous supporte. Oui, je vous supporte. Alors, votre livre qui se lit très bien, c'est justement ça, c'est un éclairage sur les conséquences, vraiment des répercussions. Est-ce qu'il est vivant toujours, là? J'ai aucune idée. Ah oui? En tout cas, s'il est vivant, là, il va se reconnaître. J'espère que lui, au moins, il va avoir des remords. Puis que j'espère qu'il y en a eu dans sa vie pour que ça ne soit pas trop facile. Ça s'appelle Lettres aux violeurs et poèmes aux anges de Chantal Farran. Merci beaucoup, Mme Farran. Merci beaucoup. Restez là au retour. On change complètement de sujet. On va parler des Hells Angels qui s'implantaient au Québec il y a 40 ans maintenant. Il y a eu des guerres, des centaines de victimes. Félix Séguin et Éric Thibault vont revenir sur l'histoire des motards. Ils vont nous parler des célébrations de la fin de semaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans 3 minutes après la pause?